avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Roland, pour l'invitation. Alors, on est ravis de pouvoir échanger avec vous. Est-ce que peut-être, Ilan, tu peux me donner la main pour pouvoir partager mon écran? Vous êtes toujours aussi extraordinaire. Vous étiez déjà très nombreux. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour parler de. Vous étiez 386 la semaine dernière pour parler des nouveaux leviers de motivation. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on peut engager une équipe dans des transformations importantes? Si vous voulez retrouver cette masterclass, elle est disponible sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Voilà, donc on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Stéphane Morio. Est-ce que, Ilan, tu peux nous faire son portrait? Avec plaisir. Alors, Stéphane Morio, vous êtes un humaniste aux vies multiples, un conférencier, auteur et entrepreneur. Votre talent singulier est de mettre en mots ce que les gens vivent. Un parcours prometteur dès vos 14 ans, où avec quelques amis, vous dessinez et publiez une bande dessinée. À 25 ans, vous intégrez votre premier comité de direction international chez PA Consulting Group. Et à 27 ans, vous devenez directeur des ressources humaines du groupe Le Duf. Vous rêviez d'être entrepreneur avant 30 ans. C'est chose faite en 2001 avec la création de votre premier cabinet de conseil spécialisé en assessment. Et à 38 ans, vous revendez votre structure et devenez l'un des premiers présidents de Manpower Group. Vous appréciez la science lorsqu'elle se met au service du leadership et du management. Vos nombreuses années de recherche en psychométrie et de travaux avec des psychologues renommés vous ont permis de développer une expertise en matière de feedback et donc réconciliant les concepts théoriques les plus sophistiqués avec la réalité des salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité. Vous avez coaché et formé des dizaines de milliers de personnes au leadership et au feedback. Vous restez toujours donc passionné par la transmission de votre message à de vastes publics et vos conférences et votre livre, donc Feedback, le pouvoir des conversations, sont devenus aujourd'hui des références. Mais vous n'êtes pas seulement un homme de science, vous êtes aussi un homme d'art, musicien jazz et grand connaisseur de l'univers de l'opéra. Vous animez des ateliers où les artistes d'envergure internationale et des leaders d'entreprise se rencontrent pour fertiliser leurs expertises. Vous soutenez aussi des chanteurs lyriques, des musiciens classiques ou des sculpteurs et peintres contemporains. Votre femme également, j'imagine, qui est soliste. Stéphane Morio, votre parcours et vos réalisations font de vous une source d'inspiration pour nous tous. Et nous sommes donc honorés de pouvoir bénéficier de votre expertise et de vous recevoir aujourd'hui. Merci, là. Quel C'est un peu parcours! épitaphe, hein, Roland, mais Ah bah, jeune d'esprit comme tu es, on en est adorable. loin. On en est loin. Je vais commencer par une phrase que j'ai trouvée merveilleuse dans ton bouquin. Vous découvrirez peut-être que certaines conversations ont le pouvoir de devenir inoubliables. Vous découvrirez peut-être que certaines conversations ont le pouvoir de devenir inoubliables, mais c'est ce que j'espère qu'on va faire aujourd'hui avec nos auditeurs. Tu as structuré ton bouquin autour de 4 conversations. 4 conversations avec des personnes, des écrivains, des personnages qui t'ont marqué, dans lequel tu as mis beaucoup d'humanité. La première de ces conversations, c'est une conversation à la Saint-Exupéry, voilà, où on se retrouve avec le Petit Prince dans un dialogue avec, on ne sait pas très bien si c'est l'allumeur de réverbère ou le renard. Mais dans ce dialogue, le Petit Prince dit: ce que tu possèdes, on peut toujours te l'enlever. Ce que tu offres te fait toujours grandir. Lorsque tu donnes, tu exprimes ta vraie humanité. Finalement, le feedback, c'est beaucoup plus qu'une technique. Oui, alors d'abord un commentaire sur les conversations. Le livre s'appelle Feedback, le pouvoir des conversations. J'aurais pu faire un énième livre technique. Alors, il est aussi technique parce qu'on est obligé de passer par là, mais j'avais envie de lui donner un côté, à certains endroits, un tout petit peu plus littéraire. Et puis, effectivement, il y a eu à un moment donné cette idée d'avoir des conversations imaginaires avec des gens qui ont compté dans mon parcours. Alors, sont des dialogues, des conversations dans lesquelles je me livre en fait beaucoup. Hein, peut-être qu'un jour un psychologue se penchera sur le sujet, mais il y a de quoi analyser. Voilà. Et donc effectivement, après, dans le feedback, c'est un outil. Il y a des aspects techniques,
Mais il y a aussi dans le feedback, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, une dimension probablement plus humaniste, quelque chose d'un petit peu plus grand. Et on s'en est rendu compte, entre autres, quand on a réalisé que le feedback, c'était pas juste un outil de management ou un outil de communication, mais qu'en fait, le feedback était inscrit dans le vivant. Alors ça sera dans la deuxième conversation. Je pense qu'on en parlera. Une autre citation de ce dialogue, le feedback est une rose bien plus délicate à cultiver qu'il n'y paraît. Pourquoi ça? Parce que finalement, le feedback, moi j'ai appris de mes managers des règles, un constat, une émotion ressentie, une suggestion à partager. Finalement, c'est des techniques assez standards. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile à cultiver qu'il n'y paraît? Alors, j'ai la même expérience que toi. On a peut-être d'ailleurs suivi les mêmes stages à l'époque où on apprenait ces techniques, en particulier dans les stages de management à l'anglo-saxonne. Et en fait, oui, ça existe et c'est un fondement important. Il faut maîtriser ces bases-là. Mais j'ai quand même positionné le feedback un peu différemment et en découvrant petit à petit qu'en réalité, le feedback était une langue et que si on ne la parle pas vraiment, c'est une langue étrangère. Et pour moi, c'est pas seulement une métaphore ou c'est pas seulement un jeu de mots, c'est pour dire que c'est la nature profonde du feedback. C'est une manière de partager un certain type d'informations avec les gens. Le feedback repose sur un vocabulaire. Il y a un vocabulaire feedback. Il y a aussi une grammaire feedback. Il y a des règles feedback. Et en réalité, cette rose, elle est plus subtile à cultiver qu'il n'y paraît parce que pour devenir bilingue en feedback, je pense que c'est l'histoire d'une vie. J'ai coutume de dire, et c'est pas de la fausse modestie, que je côtoie ce feedback-là depuis maintenant à peu près un quart de siècle, pardon, pas une demi-vie, mais un quart de siècle. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si tu vas sur mon profil LinkedIn, tu verras que dans la partie langue, j'ai mis français, anglais, j'ai mis feedback, et j'ai mis feedback, ça doit être lu, écrit, parlé. J'ai pas mis bilingue parce que je pense que je ne le suis toujours pas, alors qu'il fait partie vraiment de mon quotidien. Alors, bien évidemment, j'ai énormément progressé, je connais plein de subtilités, mais je continue à faire des erreurs. Probablement plus d'ailleurs dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Mais voilà, je pense qu'être vraiment bilingue en matière de feedback, c'est une histoire beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être par une définition pour nos auditeurs, pour cadrer ce dont on va parler, et puis ensuite on rentrera peut-être un peu dans la technique, et puis on poursuivra les conversations, les différentes conversations que tu nous as offertes dans ce livre, si ça te va. Avec grand plaisir. Alors d'abord sur la définition, une première remarque, c'est que vous trouverez dans la littérature scientifique autant d'études qui disent le feedback c'est génial que des études qui disent le feedback c'est contre-productif. Et ça a été un point de départ assez important dans mes travaux parce que je me suis dit mais comment une chose peut-elle être à ce point-là tout et son contraire? Et en fait, en creusant un peu plus ces travaux de recherche, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient le mot feedback mais qu'ils ne parlaient pas de la même chose. Et donc, feedback fait partie de ces dictionnaires, de ces mots du dictionnaire leadership, dans lequel on met un peu tout. Le mot leadership en est un, agilité, charisme, etc., qui sont des jolis mots dans le fond, mais dans lesquels on met des choses parfois très différentes et pas toujours compatibles. Donc, une première partie de notre travail a été de conceptualiser et de dire, voilà, ça c'est feedback et ça ne l'est pas. Tout n'est pas feedback et tout élément de conversation n'est pas un feedback. Alors, maintenant, pour répondre à ta question, dans la définition, on est parti tout simplement de la structure même du mot anglo-saxon, feed, nourrir, back en retour. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un feedback? C'est un commentaire qui nourrit en retour. Donc, il faut satisfaire deux conditions pour être un feedback et pas seulement une. Première condition, être un retour. Si je te dis, Roland, ne traverse pas les Champs-Élysées les yeux fermés, ça n'est pas un feedback si je ne t'ai pas vu traverser les Champs-Élysées les yeux fermés. Si par contre, je te vois le faire et que je te fais un retour, j'aurai satisfait la première condition. Et la deuxième condition, c'est que mon commentaire te nourrisse. Ça veut dire en réalité te fasse grandir. Donc le feedback, c'est une catégorie très particulière de la communication et cette catégorie ne concerne que les retours qui ont l'intention de faire grandir l'autre. Voilà. Et une fois qu'on a posé cette définition-là, eh bien, il y a plein de choses qui sont exclues du feedback. Par exemple, un compliment n'est pas un feedback, parce qu'un compliment, c'est un retour, mais il n'est pas nourrissant, c'est-à-dire qu'il ne nous apprend pas quelque chose. Une critique négative n'est pas un feedback, c'est potentiellement un retour,
mais elle ne me fait pas grandir, elle m'agresse, elle me blesse dans mon estime. Donc, ça n'est pas nourrissant. Donc, le feedback, c'est un tout petit outil, mais ce qu'on démontre dans le livre, entre autres, et dans nos travaux, c'est qu'il a de grands effets. Alors, quand on essaye de traduire en français feedback, tout de suite, moi j'ai feedback loop et de ma culture d'ingénieur, j'ai boucle de rétroaction. Hein, donc c'est très physique. Est-ce qu'il y a très mécanique, on va dire. Est-ce qu'il y a un aspect presque automatique ou automatisable du feedback? Alors, la rétroaction est probablement le mot le plus proche de l'idée de feedback. Mais si on regarde les sciences de l'ingénieur, il y a une petite subtilité entre une boucle de rétroaction au sens ingénieur et le feedback. Et cette différence, elle est la suivante, c'est qu'une boucle de rétroaction, ça renvoie normalement à un point de consigne. Qu'est-ce que ça veut dire ce machin-là pour celles et ceux qui n'ont pas fait une école d'ingénieur? C'est prenez un système de chauffage central, vous réglez votre chauffage central à 19 degrés, la boucle de rétroaction du mécanisme de votre chauffage central va faire qu'il va vous ramener à un point de consigne qui est 19 degrés. Et dans le feedback humain, sa grande particularité, c'est qu'il ne renvoie pas nécessairement à un point de consigne. Autrement dit, il peut être source d'innovation et de créativité. Et là-dedans, bien évidemment, tu vois ma tendance très darwinienne sur le sujet poindre. Hein, un feedback ne renvoie pas nécessairement à un point de consigne. C'est passionnant et c'est une transition merveilleuse vers ta deuxième conversation, la deuxième conversation que tu nous offres, qui est une conversation avec Charles Darwin. Et alors tu fais le constat que le feedback, il existe dans la nature et avec cette phrase, le feedback repose sur un double mouvement de sélection de ce qui est utile et d'élimination de ce qui est inutile. Ça peut paraître presque brutal comme phrase dans le cadre de rapports humains. Est-ce que tu peux nous éclairer? Oui, alors d'abord un premier commentaire sur Darwin qui a été bien évidemment une très grande source d'inspiration. Je l'ai découvert à l'adolescence et j'ai eu une sorte de révélation. Juste pour le petit clin d'œil et l'anecdote, je crois que peu de personnes la connaissent celle-là, donc je te la livre. Pour écrire le dialogue avec Darwin dans mon livre, je suis allé en Angleterre dans la maison de Darwin et j'ai fait un repérage pendant une journée pour essayer de m'imprégner du pub dans lequel il allait et dont on est sûr, l'anecdote historique est vraie. Et donc, quand je décris le pub, c'est le pub dans lequel Darwin allait, qui se situe à quelques centaines de mètres de sa maison. Voilà, donc voilà, j'y ai mis beaucoup de cœur. Maintenant, par rapport au côté évolutionniste ou de sélection naturelle du feedback, en fait, c'est un clin d'œil, bien évidemment, aux travaux de Darwin, cette citation-là, mais c'est aussi une manière de dire qu'il y a deux catégories de feedback, un feedback positif et un feedback correctif. Un feedback positif qui est là pour verbaliser et faire prendre conscience de toutes les choses que nous faisons bien, parce que c'est un grand drame de l'humanité, et en particulier de la culture française, de ne pas suffisamment verbaliser ce qui est bien fait, et donc finalement vivre dans ce désert de reconnaissance. Mais ce désert de reconnaissance, il a aussi un impact en termes de performance, en termes d'efficacité. C'est que si je ne sais pas ce que je fais bien, comment voulez-vous garantir que je le reproduise dans le futur? Donc, il y a une nécessité, d'une certaine manière, à verbaliser ce qui est bien fait. Et en même temps, le feedback n'est pas simplement un truc de bisounours, hein, l'espèce de truc qu'on lui donne parfois quand on veut faire son procès. Oui, mais vous voyez toujours du positif partout. Tu sais, le procès qu'on fait à la psychologie positive. Non, le feedback est aussi un outil qui dit ce qui ne va pas bien, mais il va le dire d'une forme qui optimise l'échange de changer. Hein, et globalement, pour faire ça, l'idée du feedback, c'est qu'il va éviter le feedback négatif qui agresse et il va privilégier le feedback correctif orienté vers le futur avec cette intention de se dire « je dis les choses d'une manière plus facilement appréciable ou acceptable pour l'autre, de telle manière, et là c'est presque de la thermodynamique si on veut continuer dans les aspects scientifiques, c'est une question d'énergie, c'est où est-ce que celui qui reçoit le feedback doit placer son énergie? Si le feedback est mal donné, s'il est mal formulé, une grande partie de mon énergie va être consacrée à démolir le feedback. Or, dans le feedback, l'idée, c'est que l'énergie devrait être consacrée à l'action. Donc, il y a un certain devoir de celui ou de celle qui donne le feedback
à le formuler d'une manière acceptable, de telle sorte que l'énergie de celui ou de celle qui le reçoit soit concentrée vers le sujet, et le vrai sujet, c'est le progrès. Voilà, et c'est une autre manière de dire, si je devais conclure le propos, que le feedback, bien évidemment, il a une dimension bienveillance, mais le feedback, il a aussi une dimension exigence. Et une grande partie de nos travaux a été de démontrer que ce n'était pas juste un outil pour faire du management par engagement, mais c'est aussi un outil qui permet de faire du management de la performance. Et la performance peut dire performance économique, mais peut dire aussi performance humaine, performance sociétale, performance innovationnelle, etc., etc. Ça me fait penser à une étude de psychologie comportementale d'Harvard où ils ont donné à un groupe d'étudiants l'objectif de jouer des parties de bowling avec une feuille. Et il disait à chaque étudiant, vous allez noter chaque joueur et relever sur les 10 critères qui comptent pour bien jouer au bowling, tout ce qu'ils font de mal, et vous leur donnez le feedback. Hein. Et puis aux 50 autres équipes, il y avait 100 équipes au total, 50 qui disaient voilà, vous listez tout ce qu'ils font mal, et aux 50 autres, ils disaient vous listez tout ce qu'ils font bien et vous donnez le feedback à chaque fois que quelqu'un joue sur voilà tout ce que tu as fait bien. Et puis ils ont regardé l'évolution des performances de ces 50 équipes à qui on disait tout ce qui va mal, et 50 équipes de tout ce qui va bien. Et le constat, le résultat de l'étude, c'est que quand on parle à des joueurs de bowling de tout ce qu'ils font bien, finalement ils progressent plus vite parce qu'ils conservent ce qu'ils font bien, ils construisent sur ce qui va bien. Et voilà. Alors que ceux qui font quelque chose de mal, peut-être qu'ils font quelque chose de mal parce qu'ils ne sont pas suffisamment musclés, ou ils ont des doigts placés un peu différemment, etc. Et donc, il y a des choses sur lesquelles ils ne pourront pas agir de toute façon. Donc, c'est une bonne, je trouve, analogie pour le feedback, qui est de dire le feedback, il doit emmener vers à renforcer, de placer son énergie là où ça marche, quoi, là où c'est positif, là où il y a de l'action qui fonctionne. C'est très intéressant ce que tu racontes, parce que si parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y a des sportifs, des sportives, ou des musiciens ou des musiciennes, ces notions-là sont assez naturelles en sport ou en musique. Un entraîneur, je sais pas, vous apprenez à faire du golf, en musique, vous apprenez à faire du piano ou du violon, votre professeur, votre entraîneur vont vous dire ce qui est bien fait. Quand à un moment donné, vous allez avoir enfin le geste qui permet de faire en sorte que la balle de golf décolle enfin à peu près dans la direction que vous aviez voulu, normalement, le coach va vous dire, tiens, ça a marché parce que ceci, cela. Et donc, d'un seul coup, l'idée, c'est d'inscrire dans la mémoire, puis dans les muscles, ce fameux mouvement. Et pareil pour les musiciens. Et très bizarrement, dans l'entreprise, alors il y a une explication bien évidemment qui est dans le 4e chapitre, mais très bizarrement, cette pensée-là n'a pas tant transpercé l'entreprise que ça. Et la raison, entre autres, c'est que l'entreprise est un système de pouvoir, et que dans un système de pouvoir, si tu veux affirmer de façon archaïque ton pouvoir, mais malgré tout de façon efficace, eh bien, tu as une facilité d'accès au fait de critiquer comme ça ce que les autres font mal, puisque à partir du moment où tu critiques, tu te places en système de supériorité. Et si en plus en face de toi, tu as des gens qui doutent un peu, et on a montré dans nos travaux que l'estime de soi était probablement la maladie psychologique la plus répandue au travers de la planète, tu as tout ce qu'il faut pour qu'en fait, en entreprise, on raconte des histoires de bullying avec tout ce qu'on ne fait pas bien, et qu'on oublie d'écrire sur la feuille de papier tout ce qui va bien. Alors, est-ce que pour aller dans ce sens et essayer peut-être de donner quelques idées pratiques à nos auditeurs pour qu'ils puissent se dire, bah tiens, lundi, mardi prochain, voilà ce que je peux mettre en œuvre. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés à déployer au sein de ces équipes, ou à partager avec ces managers pour que eux-mêmes deviennent des meilleurs pratiquants du feedback? Alors, mon premier conseil, je vais donner 3 conseils. Mais le premier conseil, c'est de dire, si on est d'accord avec l'idée que le feedback est une langue, alors une langue, avant de la pratiquer, il faut en apprendre les fondements. Donc, si vous êtes en équipe, et une équipe, ça peut commencer à 2, mon premier conseil, c'est de se dire, tiens, par exemple, on a évoqué aujourd'hui dans la masterclass d'incentive conduite par Roland Massenet, on a parlé de feedback, je voudrais vous en parler. Alors après, ils vont sur Internet, ils regardent des vidéos YouTube, ils achètent mon bouquin avec grand plaisir, mais globalement, il faut quand même cette langue
en maîtriser quelques idées au départ si on veut pouvoir la pratiquer à deux ou à plusieurs. Ça serait mon premier conseil. Donc, avant de vouloir à tout prix pratiquer, moi, je crois beaucoup au pouvoir de la transmission. J'irais commencer par vous éduquer. Apprenez les fondements. Apprenez le fameux Brian is in the kitchen. Phrase que vous avez jamais utilisée par la suite, mais qui vous a appris sujet, verbe, complément. Ensuite, mon deuxième conseil serait de dire, avant de donner du feedback, commencez par en demander. Et si vous voulez en demander de façon pratico-pratique, bon, il y aurait plein de petites astuces, mais la plus importante d'entre elles, c'est ne vous adressez pas aux gens en disant « s'il te plaît, donne-moi du feedback », mais adressez-vous aux gens en disant « sur ce sujet, dis-moi un truc que je fais bien et sur ce même sujet, dis-moi un truc que je pourrais améliorer ». Et cette formulation, et voilà, bien évidemment, si on a des gens de culture commerciale dans le public aujourd'hui, c'est une astuce qui peut s'utiliser, mais alors de façon quasi quotidienne. C'est je suis en rendez-vous avec un client, si nous sommes en binôme, on sort dans la voiture, dans le métro, dans le taxi, on se pose réciproquement la question, un truc qu'on a bien fait, un truc qu'on pourrait améliorer. Et ça, c'est la base pour commencer à progresser. Donc, c'est ça mon deuxième conseil. Essayez de mettre dans votre vie ces deux questions. Un truc que j'ai bien fait, un truc que je pourrais améliorer. Et mon troisième conseil, si vous voulez commencer à donner du feedback, bien évidemment, il y a tous les aspects techniques qu'on a commencé à évoquer, mais le plus important, c'est commencer par vous entraîner à donner du feedback sur des petites choses du quotidien. N'attendez pas nécessairement la grande réussite, le grand exploit, le contrat de l'année. Non, observez au quotidien, au travail comme à la maison, des gens qui ont fait un effort, des gens qui ont fait quelque chose d'inhabituel et qui vous a été utile, qui vous a été agréable, et apprenez déjà à verbaliser du feedback positif sur ces petites choses-là. Ça peut se faire avec le chauffeur de taxi, avec le conducteur de bus, ça peut être avec votre femme de ménage si vous en avez une, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec vos enfants. Plus difficile parfois avec les belles-mères, mais voilà, tu vois, l'idée, c'est de prendre des gens au quotidien sur des petites choses et essayer déjà là de leur faire un retour avec l'intention de dire à l'autre quelque chose qui fait grandir. Si vous faites ça au quotidien, vous verrez que vous ferez des progrès. Je peux vous donner ma routine personnelle que j'utilise maintenant depuis de nombreuses années. Mais le matin, comme je fais comme tout le monde, j'ai mon téléphone pas très loin de moi, en tout cas comme une majorité de gens. Quelques-uns arrivent à s'en séparer, moi pas. Donc je prends mon téléphone le matin, je me force tous les matins. Et je dis bien je me force parce qu'une routine au départ, il faut se forcer à faire en sorte que mon premier message de la journée soit toujours un feedback positif donné à quelqu'un de mon environnement. Et tous les jours. Et ça n'est pas uniquement altruiste, hein, c'est aussi un peu égoïste, pour être tout à fait honnête, parce que au moins comme ça, une fois que je me suis réveillé, une fois que j'ai envoyé mon message, je me suis dit, ta journée sera peut-être toute pourrie, mais au moins, tu auras fait un petit truc de bien aujourd'hui. Un général américain a fait une vidéo qui a fait pas mal, qui avait pas mal parlé d'elle en s'adressant à une jeune promotion d'étudiants. Et il disait, commencez par faire votre lit bien le matin, au moins vous savez que vous aurez fait quelque chose de bien et quand vous vous endormirez le soir, vous serez content de vous endormir dans un lit qui a été bien fait. Et ben là, finalement, c'est le lit émotionnel qui est bien fait le matin en envoyant ce message positif. Troisième conversation, Anna Magdalena Bach. Alors, Anna Magdalena Bach, pour ceux qui ne le connaissent pas, et moi je l'ai découvert, c'est la deuxième femme de Jean-Sébastien, après la mort de sa première femme. Et alors tu engages cette discussion, cette conversation avec Anna Magdalena, puisque finalement elle vit, elle construit avec Jean-Sébastien un environnement apprenant. Comment est-ce que dans une entreprise, on crée les conditions, une culture pour encourager, favoriser le feedback comme Anna Magdalena, je vais y arriver, et Jean-Sébastien ont réussi à faire avec leurs 13 enfants de mémoire. Alors, le premier élément, bien évidemment, c'est déjà de reconnaître que le feedback n'est pas juste l'introduction d'un petit outil ou d'un nouveau système informatique, mais c'est une transformation culturelle. Quand je parle de reconnaissance, je fais un clin d'œil à Anna Magdalena parce qu'il y a une espèce d'injustice dans l'histoire de la musique, comme dans d'autres univers, mais il se trouve que
et nous en parlions, je suis très attaché familialement à l'univers de la musique et de la musique classique en particulier. Certains experts considèrent que Bach a bien évidemment été un grand génie de la musique, mais considèrent que Anna Magdalena, sa femme, a probablement non seulement contribué, mais peut-être même créé certaines de ses compositions, et fait du hasard, les compositions qu'on lui attribue sont parmi les plus belles créations de Jean-Sébastien. Donc il y a, dans cette idée de la reconnaissance, il y avait aussi ce petit clin d'œil pour toutes ces compositrices que l'histoire a parfois oubliées ou a carrément rayées de la carte. Alors maintenant, pour revenir à ta question, donc le premier truc, c'est de reconnaître que le feedback, même si c'est simple dans l'esprit, c'est beaucoup plus difficile dans la réalité. Donc c'est un projet de transformation culturelle. À partir du moment où on le positionne comme un projet de transformation culturelle, ça signifie qu'ensuite, si on veut réussir à le mener à terme, il faut être au départ très clair sur le pourquoi on veut le mener. Et trop souvent, dans mon expérience, les comités de direction en particulier n'étaient pas suffisamment sensibilisés aux raisons de la mise en place d'une culture feedback. Et ça, bien évidemment, si on le considère juste comme un truc pour faire chic sur la plaquette et le rapport social annuel, ou parce que voilà, ça occupe un peu tout le monde, bien évidemment, on a toutes les conditions pour ne pas le réussir. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on attend concrètement, et là, sur le plan vraiment de la performance business, qu'est-ce qu'on attend de la mise en place d'une culture feedback? Est-ce que c'est d'être plus innovant? Est-ce que c'est d'être plus agile? Est-ce que c'est d'être plus performant financièrement? Ou est-ce que c'est autre chose? Il faut d'abord être très clair sur son pourquoi. Une fois qu'on est très clair sur son pourquoi, bien évidemment, dans les sujets de transformation culturelle, on recommande historiquement de faire du top-down, c'est-à-dire de commencer par le comité de direction, puis de continuer avec le management intermédiaire et puis de terminer avec les autres. Dans le cas particulier du feedback, cette approche est bien évidemment possible. Bien évidemment, le fait de pouvoir impliquer très fortement dès le départ le comité de direction est un vrai facteur clé de réussite, mais on a démontré dans un certain nombre de projets que comme le feedback ne revient de droit à personne et qu'il appartient à tout le monde, eh bien, en réalité, nous pouvions commencer à d'autres endroits dans l'organisation. Et l'important, en fait, c'est d'apprendre à une communauté. Alors, cette communauté, ça peut être une équipe naturelle, ça peut être une équipe de projet, ça peut être une division, mais d'apprendre cette langue feedback simultanément à l'ensemble de la communauté considérée. Pourquoi? Parce que ça va créer une dynamique de groupe, ça va créer un bout de momentum où à un moment donné, puisqu'on comprend le même vocabulaire et la même grammaire feedback, on va pouvoir progressivement s'embarquer les uns les autres. Un dernier petit commentaire, parce que bien évidemment, il faudrait probablement une journée entière pour traiter le sujet des transformations culturelles, mais un point très important, en tout cas moi sur lequel j'insiste beaucoup dans mes interventions, c'est que quand on fait de la transformation culturelle, c'est une erreur de vouloir embarquer tout le monde. Tout le monde n'adhère pas au feedback, tout le monde n'a pas vocation à mettre du feedback dans sa vie. On a montré dans nos travaux que 4% d'une population était complètement hermétique à la notion même de feedback. Donc, quand je cherche à mettre en place une culture du feedback, je ne cherche pas à évangéliser, je cherche d'abord à embarquer les gens qui naturellement sont intéressés par le sujet. On va ensuite aller regarder le deuxième cercle, qui sont des gens qui ne viennent pas naturellement, mais qui sont faciles à convaincre. Et puis, on va faire en sorte que cette deux premières populations est une masse suffisamment critique pour ensuite pouvoir porter le projet. Donc, une autre manière de dire ce que je suis en train de dire, c'est que oui, très bien, si le management est à l'initiative du projet, mais si vous êtes manager et que vous nous écoutez, ne portez pas le projet que sur vos épaules. Une transformation culturelle qui repose sur les postes d'un seul ou d'une seule, c'est beaucoup trop. Faites une communauté et le feedback se prête très, très bien à cette logique-là. Chez Incentive, on travaille beaucoup sur la digitalisation des rituels managériaux, à la fois pour pour aligner les managers sur les standards d'excellence que l'entreprise a définis, et puis pour s'assurer d'une bonne régularité de ces accompagnements, de ce coaching. Est-ce que dans le feedback, on a besoin d'outils? Alors, oui, j'ai envie de dire, je vais faire une comparaison avec la musique. Bien évidemment, si je veux écouter de la musique, l'idéal, c'est d'avoir un bon instrument et un bon musicien. Maintenant, je peux avoir un Stradivarius. Si j'ai un mauvais musicien, ça va faire de la mauvaise musique. Alors que si j'ai un très bon musicien et un instrument moyen,
le moment sera quand même magique. Donc, en matière de feedback, aujourd'hui, le niveau de maturité de la société au sens large, des entreprises au sens plus particulier, et puis même des individus, est tel que je pense qu'il faut qu'on commence d'abord à travailler la compétence individuelle pour qu'on apprenne à faire nos gammes en matière de feedback. Bien sûr, si vous avez cette compétence de feedback, qui est en réalité pas une seule compétence, mais un ensemble très complexe de micro-compétences, et qu'en plus de ça, vous avez un, voire des très bons outils, bien évidemment, le moment sera encore plus magique. Je te donne un exemple concret sur les outils. Aujourd'hui, par exemple, quand tu arrives à créer une vraie culture de feedback, tu vas réussir à obtenir en tant qu'individu dans une entreprise du feedback de plein de sources différentes. Certains seront sur le système de performance de l'entreprise, d'autres seront sur des emails, d'autres sur des WhatsApp, d'autres sur des SMS, etc. Aujourd'hui, je ne connais pas un outil qui permette de concentrer l'ensemble des feedbacks que je reçois. Et on peut imaginer demain qu'une intelligence artificielle, si j'en reçois plein, sera même en plus capable d'analyser ça et me dire, cher Stéphane, sur ton année 2024, en tout cas depuis le début de l'année, puisqu'on voilà, depuis le début de l'année 2024, sur son premier quadrimestre, les feedbacks que tu as reçus disent ça, 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 ça et ça. Aujourd'hui, cet outil n'existe pas. Donc, le jour où on aura ça, ça sera un vrai progrès parce que très clairement, aujourd'hui, si tu es quelqu'un comme moi qui a la chance de recevoir beaucoup de feedback, tu as plein de petites fiches partout. Bon, j'ai ma petite méthode de travail, bien évidemment, mais moi-même, je n'ai pas une plateforme, un système, un outil qui me permet de faire ça. Et ça me manque, tu vois, concrètement. Donc, oui, il faut des outils, mais il ne faut pas faire l'erreur que font certaines entreprises. Alors après, ça me fait du business, donc éventuellement continuer, mais qui est de vouloir d'abord mettre un outil, puis ensuite se rendre compte que les gens ne savent pas l'utiliser. C'est encore une fois mettre un instrument de musique dans les mains de gens qui ne savent pas faire de la musique. Il y a une petite difficulté supplémentaire, c'est que il n'y a pas une nécessité vitale de mettre du feedback dans nos vies. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui plus ou moins bien, mais nous vivons quand même sans avoir nécessairement des milliards de feedbacks au quotidien. Donc, il n'y a pas cette pression pour la survie, ce qui veut dire que si on veut mettre plus de feedback dans notre vie, ça doit être un choix volontaire. Et puis, c'est très bien le phénomène. C'est pas parce que les bibliothèques sont en accès gratuit que tout le monde devient bibliophile. Voilà, c'est un peu le sujet du feedback. Il faut que je te mette en relation avec notre équipe produit. Tu auras certainement beaucoup de bonnes idées à leur donner. Dernière conversation avec la Lune. La Lune, vous n'êtes visible que parce que la lumière du Soleil vous éclaire. Sans lumière, vous existez sans être révélé. J'ai trouvé cette phrase absolument lumineuse. Pourquoi est-ce que tu termines avec cette conversation avec la Lune ? Alors, là, c'est une anecdote très personnelle. En fait, quand j'ai dû choisir les personnes que j'allais faire parler, le choix était très compliqué en réalité. J'avais historiquement un intérêt, enfin un attachement, comme beaucoup de gens, pas très original à Saint-Exupéry. Intellectuellement, j'avais été très impacté par Darwin. Anag Magdalena me permettait de parler de musique. Voilà, donc on découvrait trois univers. Et en fait, le dialogue avec la Lune, la conversation avec la Lune, c'est un clin d'œil à mes enfants. Parce que le soir, alors j'ai 6 enfants, 4 grands et 2 tout petits qui ont 2 et 4 ans. Et depuis qu'ils sont tout petits, on a un petit rituel qui est le soir, on dit au revoir à la Lune. Et j'ai écrit simplement le dialogue avec la Lune au départ pour eux. En fait, dans les dialogues, tu as vu, je pars du nord de l'Angleterre et puis je redescends jusqu'à Lyon, c'est pas hasard. J'ai mes attaches familiales au nord de l'Angleterre et j'habite à Lyon. Donc ce voyage, c'est un voyage que je fais concrètement très régulièrement. Et voilà, donc je terminais à Lyon, je terminais avec mes enfants et je leur fais un clin d'œil à nos conversations à nous le soir avec la Lune. Merveilleux, merveilleux. Avec il y a peu de gens qui savent ça. Là, franchement, c'est du scoop. Écoute, on arrive malheureusement à la fin de cette masterclass. Un immense merci pour ce partage. Peut-être une dernière allusion. Tu écris dans la conversation avec Charles Darwin dans un paragraphe qui s'appelle « De la prose à la poésie du feedback ». Et finalement, c'est une belle conclusion pour dire que le feedback, c'est à la fois une science,
mais c'est aussi beaucoup un art et tous les arts qui t'inspirent beaucoup et qui animent ta vie. Donc un immense merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Pour aller plus loin, bien sûr, précipitez-vous si vous ne l'avez pas encore à la FNAC pour acheter Feedback, le pouvoir des conversations. C'est un livre à la fois poétique et technique, une merveille de livre business, comme on aimerait aller voir plus souvent. L'origine des espèces de Charles Darwin. Le singe en eau, Franz de Waal. Et puis cette citation que tu nous partages, réfléchir est plus difficile. C'est pour cela que la plupart des gens jugent. Voilà, réfléchir est difficile. C'est pour ça que la plupart des gens jugent. C'est une excellente conclusion à notre entretien. Ouais, c'est une conclusion qui colle très bien au feedback et on va voir si les gens ont compris complètement l'essence de notre discussion, parce que la question devient: est-ce que vous avez regardé la beauté de la citation ou la petite faute d'orthographe qui s'est glissée? J'espère que vous ne retiendrez que la beauté de la situation, que la page de bowling écrite avec la qualité des gens qui ont joué. Un immense merci. Pour ceux qui doivent nous quitter, on vous donne rendez-vous, alors pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, sur l'engagement dans les transformations avec Bernard Coulati, qui est DRH de BFM Business. Voilà. Et puis si tu as encore quelques minutes avec nous, Stéphane, on sera ravis de te garder pour répondre aux questions de nos auditeurs. Avec grand plaisir. Je fais juste un petit clin d'œil, parce que tu as présenté le singe en nous. Donc, quand on a préparé cette masterclass, on m'a demandé de citer des livres qui avaient compté pour moi. C'est très difficile parce que j'en lis énormément, mais c'est mon livre de chevet actuellement. C'est un livre absolument magnifique qui augure mon prochain livre qui sera sur la révolution des autorités. J'en parle dans le 4e chapitre de mon livre sur le feedback, mais c'est le thème de mon prochain livre qui sortira en 2025 et sur lequel je suis en train de travailler. Et dans les différentes découvertes que j'ai faites sur ce sujet, il y a ce livre de Franz de Waal, et ça parle de quoi? Ça parle de la différence entre la famille de grands singes, les deux familles de grands singes qui sont les plus proches de l'homme en matière génétique. D'un côté les chimpanzés, de l'autre côté les bonobos. Et ce qui est fabuleux, c'est de découvrir que seulement une rivière, seulement le fleuve Congo sépare au sud les bonobos et les chimpanzés au nord, et qu'ils sont très très proches génétiquement. Ils avaient tout pour être similaires. Or, ils sont complètement différents. La société de bonobo est une société qui fonctionne avec de l'autorité par engagement, de l'empathie, de la bienveillance et beaucoup de sexualité. Et de l'autre côté du fleuve, au nord de ce fleuve Congo, on a les chimpanzés qui, eux, fonctionnent avec un système organisationnel fondé sur du leadership par de la soumission et beaucoup d'agressivité. Et je suis en train d'essayer de comprendre comment juste un fleuve peut séparer des comportements qui se retrouvent l'un comme l'autre chez les êtres humains. Eh bien, grâce à toi, aujourd'hui, on a franchi le fleuve Congo pour aller un peu plus vers les bonobos. Un immense merci, Stéphane. Est-ce que, Ilan, on a des questions de nos auditeurs aujourd'hui? Oui, alors la première de Vincent qui nous demande: quel est votre point de vue sur les outils digitaux de récolte du feedback 360 degrés, donc vision anonyme des pairs, collaborateurs et managers, utilisés dans certaines entreprises? Alors, je pense que ces outils peuvent être utilisés, mais que tout dépend en réalité du niveau de maturité de l'organisation. C'est-à-dire que si vous avez une grande maturité feedback dans l'organisation, que vous allez retrouver dans un certain nombre d'entreprises, je pense par exemple dans un certain nombre de grands cabinets de conseil, où on a cette culture de l'évaluation permanente, etc. Ces systèmes d'évaluation à 360 degrés font partie de la vie d'un consultant ou d'un partenaire, et quelque part ne posent pas de problème. Mais ces mêmes outils mis dans une organisation avec une faible maturité en termes de feedback ou en termes d'évaluation vont être beaucoup plus difficiles à faire vivre. D'abord parce que les gens vont s'en méfier.
Quand on le voit, nous, dans nos interventions, les gens nous disent, dans les couloirs, ils disent oui, mais on nous garantit que c'est confidentiel, mais nous, on pense quand même que la DRH a accès aux données. C'est marqué partout que c'est confidentiel. Le système l'est réellement, mais reste quand même dans les couloirs l'appréhension de l'utilisation qui sera faite de l'information. On voit aussi dans ces 360 degrés, selon comment ils sont positionnés, quand la culture n'est pas encore assez mature, des gens qui vont biaiser les résultats parce que, par exemple, ils savent que les données collectées vont pouvoir avoir une influence dans l'entretien annuel, l'évaluation de la performance, etc. Et donc, ils vont être bienveillants entre eux. Donc, ils vont se balancer que les trucs sympas sur le système pour dire, vous avez vu, hein, moi, je suis quelqu'un de vachement gentil. Et puis, dans le fond, tous les trucs pas sympas, ils vont se le dire différemment. Donc c'est vraiment une question d'évolution culturelle. On me pose souvent la question, mais est-ce que le feedback doit être confidentiel ou pas? Je dis déjà, si vous vous posez la question, ça dit quelque chose du niveau de maturité. Parce que si je suis sur un vrai feedback, si je suis, c'est une dimension qu'on n'a pas évoquée là, mais sur la liberté de celui qui le donne, comme de la liberté de celui qui le reçoit, ce qui différencie le feedback de l'ordre et de l'injonction. Hein, le feedback est au cœur même, la liberté est au cœur même du feedback, donc il n'y a pas cette question d'appréhension. Bien, si on n'a pas cette vision-là, bien évidemment, tous ces outils vont être très compliqués. Et pour la confidentialité, bien évidemment, parfois, on va l'utiliser comme une étape intermédiaire, mais l'idée quand même, c'est que le feedback ne soit pas confidentiel. Donc, pour terminer et conclure sur la question qui est posée, je rappellerai ce très beau mot de Marguerite Yourcenar, qui dit « c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt ». J'aurais pu mettre aussi celle-là en citation. « C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt ». C'est dans les mémoires d'Adrien. Et donc, par rapport à la question, les outils, 360 degrés ou autres d'ailleurs, mais les outils sont parfois très bons, mais si on les introduit trop tôt dans une culture d'entreprise, ils ne vont pas fonctionner. Donc, un outil doit toujours être mis en perspective d'un degré de maturité. On a ensuite Vincent qui nous demande est-ce qu'il existe une liste de mots de feedback à favoriser? Alors, vous en trouverez sans doute sur Internet. Je ne suis pas un grand fan des checklists. Je me suis un peu battu toute ma vie contre cette espèce d'approche anglo-saxonne, les 10 compétences pour être un grand leader, les 5 secrets du charisme et les 10 mots pour faire du feedback. Alors, bien évidemment, il y a malgré tout un certain nombre de choses qui existent à ce niveau-là. Je suis beaucoup plus attaché en réalité à l'intention, à la tournure d'esprit qui consiste vraiment à essayer d'éliminer tous les mots qui seraient toxiques et essayer d'aller le plus possible vers des mots qui créent de l'engagement, qui n'attaquent pas l'estime de soi et des mots qui permettent d'encourager. Alors, si je dois vous en donner malgré tout un pour montrer que j'en donne aussi quelques-uns malgré tout, mais le plus emblématique probablement, c'est l'utilisation du EET à la place du mais, M-A-I-S, entre un feedback positif et un feedback correctif. Hein. On ne devrait pas dire « tu as bien fait ceci, ceci, cela, blablabla, mais tu devrais faire ça autrement ». On devrait dire « tu as bien fait ceci, cela, et tu pourrais faire cela différemment pour avoir encore un meilleur résultat ». Juste sur cette petite anecdote du « mais » et du « et », si vous la travaillez en tant que telle, d'abord dans votre communication écrite, et puis ensuite dans votre communication orale, vous verrez qu'au-delà de la checklist ou au-delà des mots, ça va avoir une incidence sur votre cerveau. Parce que c'est une tournure d'esprit différente qui consiste à ne plus opposer, comme on l'a appris à l'école primaire, les concepts, mais à les additionner. Parce que alors là, je l'explique aussi dans le livre, mais on est dans cette société qui oppose beaucoup trop et qui ne conjugue pas assez. Hein, on fait ce jeu des antonymes à l'école en disant noir, blanc, nuit, jour, chaud, froid. La réalité, c'est qu'une chose peut être en même temps noir et blanche, prenez un zèbre, peut-être en même temps le jour et la nuit, prenez la terre, peut-être en même temps chaud et froid. Donc, il faut arrêter cette pensée qui consiste à systématiquement opposer les idées pour réussir à davantage les conjuguer. Et si on arrivait à faire cette chose-là, je pense que déjà dans notre humanité, on aurait fait un grand pas.
On a ensuite Clia qui nous demande, en inversant un peu la tendance, est-ce que ces règles fonctionnent aussi dans l'autre sens? Comment je peux donner un feedback à mon manager? Alors, vous inversez pas la tendance. Vous êtes sur le vrai sujet, c'est-à-dire que quand on regarde les organisations, le feedback qui est en termes de fréquence le plus utilisé, c'est le feedback qui va du manager au collaborateur. En fréquence numéro 2, c'est du collaborateur vers le manager. Et en fréquence, en troisième rang, le dernier, le plus pathétique, c'est le feedback entre pairs. Donc, entre top manager, entre managers intermédiaires et entre collaborateurs, collaboratrices. Maintenant, si on zoome spécifiquement sur la deuxième catégorie du manager, du collaborateur vers son manager, on devrait être, si la maturité de l'équipe est suffisamment élevée, en mesure de donner du feedback à son manager. Les managers ont tout autant besoin de feedback que tous les autres. Maintenant, je précise toujours que avant de donner du feedback à votre hiérarchie, prenez juste la précaution suivante, à savoir faire attention qu'une conversation courageuse avec votre hiérarchie ne se transforme pas en conversation suicidaire. Il faut quand même faire un petit peu attention à l'ego de votre hiérarchie. Alors concrètement, comment on fait? J'ai dû faire un post récemment sur LinkedIn il y a quelques semaines sur le sujet, mais globalement, l'idée principale, c'est allez-y par petits pas et n'utilisez pas le feedback comme un outil pour déballer tout ce que vous avez à reprocher à votre manager. Le premier truc dont a besoin votre manager, c'est aussi de feedback positif. Donc, allez-y progressivement, testez, voyez si il ou elle a envie et réceptif à recevoir du feedback de vous, parce que bien évidemment, un des gros problèmes du feedback aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à différencier le message du messager. Or, quand on atteint des grands niveaux de maturité, en réalité, on apprend à différencier le message du messager et à se rendre compte que le plus important, c'est le message et pas le messager. Ce qui me fait dire souvent que nous serons des maîtres Jedi du feedback le jour où on est capable d'accepter un feedback sur le fait d'être en retard, donné par quelqu'un qui est plus souvent en retard que nous. Et le jour où on est capable de faire ça, on a tout compris au feedback. Une dernière question. Je sais que le feedback positif est primordial, mais comment puis-je donner un feedback constructif à un de mes collaborateurs sans risquer de le décourager ou de créer des tensions? Alors, sur le plan purement technique, la première règle, c'est de donner sur le sujet sur lequel vous avez du feedback correctif, d'abord un feedback positif. Et un vrai feedback positif, pas une espèce de compliment à 2 balles pour faire du feedback sandwich, non, un vrai truc positif. Je ne sais pas, moi, votre collaborateur a besoin de s'améliorer dans ses présentations orales, par exemple. D'abord, valoriser un vrai truc positif qu'il fait ou qu'elle fait dans ses présentations orales, mais vraiment avec l'esprit du feedback et l'esprit du feedback, c'est de dire en positif quelque chose que l'autre probablement ignore. Et oui, parce que si vous voulez faire grandir, si vous voulez me faire prendre conscience de quelque chose, il faut que cette chose-là, je l'ignore. Si vous me dites à la fin de cette masterclass, tiens Stéphane, mon feedback, c'est que tu as l'air d'avoir un peu réfléchi sur le feedback, c'est gentil, mais doutez bien que je le sais quand même un peu. Donc c'est pas un feedback, c'est un gentil compliment, mais c'est pas un feedback. Donc d'abord, travaillez votre feedback positif et ensuite votre feedback correctif. Mon deuxième conseil technique, c'est faites la part des choses dans votre correctif entre ce qui est vraiment de nature feedback, c'est-à-dire qui est libre. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans l'esprit du feedback, la personne à laquelle vous allez vous adresser doit être libre ou pas de prendre votre feedback. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là, si vous dites non, mais il faut qu'il change, alors par pitié, vous m'appelez pas ça du feedback. Si vous voulez que l'autre change impérativement, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas du feedback, ça s'appelle un ordre. Et donc, dans un travail d'équipe, on parlait du travail que fait Incentive avec les managers de proximité. Pour moi, ça, c'est une règle très importante à apprendre aux managers et à leurs collaborateurs, collaboratrices, à faire la distinction entre la nature profonde d'un ordre et la nature profonde d'un feedback. La grande différence entre les deux se situe au niveau de la liberté. Un ordre n'implique pas de liberté, un feedback implique de la liberté. En réalité, feedback et ordre ont les avantages et les inconvénients inverses. L'ordre, son gros avantage, c'est que si vous avez de l'autorité, il va normalement produire un effet immédiat. Et son gros problème de l'ordre, c'est qu'il crée rarement un effet durable. Et c'est pour ça que les ordres, il faut les répéter.
Le feedback a les problèmes inverses. Son gros problème du feedback, c'est que comme il est libre, vous ne verrez peut-être pas un effet immédiat. Par contre, son gros avantage, c'est que normalement, si effet il y a, l'effet sera durable parce qu'il viendra librement de la personne. Et vous voyez ici toute l'approche que j'ai essayé de prévendre tout à l'heure sur la complémentarité des outils. Moi, je ne pose pas le feedback à l'ordre. Je dis que ce sont deux outils du management et de la relation à l'autre qui sont complémentaires. Dans un certain nombre de cas, je donnerai uniquement un ordre. Dans un certain nombre de cas, seulement du feedback. Parfois, je commencerai par un ordre et quelques temps après, je donnerai du feedback. Parfois, je commencerai par du feedback et quelques temps après, je donnerai un ordre. Donc, dans votre cas, la première question que vous devez vous poser, est-ce que vous êtes dans le registre de l'ordre ou est-ce que vous êtes dans le registre du feedback? Stéphane Morio, feedback, le pouvoir des conversations. Vous découvrirez peut-être que certaines conversations ont le pouvoir de devenir inoubliables. Certainement, la conversation qu'on a eue ensemble aujourd'hui est absolument inoubliable. Merci à tous de votre présence et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Un immense merci de ta présence avec nous, Stéphane, et merci à tous de votre fidélité. Bonne journée.